Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour la deuxième capsule vidéo donc en rapport avec la nouvelle playlist, donc le premier principe de la thermodynamique. Alors dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à l'énoncé et au contenu du premier principe de la thermodynamique. Et finalement, nous verrons que finalement, ça revient à se demander comment faire varier l'énergie interne U d'un système. Alors je vous invite d'ailleurs à visualiser la précédente capsule vidéo qui a exposé les deux possibilités pour que l'énergie interne U d'un système soit modifiée. Alors le premier principe de la thermodynamique dit que si on veut faire varier l'énergie interne U d'un système entre un état initial et un état final, il faut procéder donc à un transfert d'énergie. Et premier transfert d'énergie possible, un transfert d'énergie qui s'opérera en faisant travailler une force. Donc, en faisant travailler une force, le travail est noté W. Par exemple, on peut considérer un système qui est soumis à une force extérieure, une force extérieure de compression par exemple. Eh bien, si cette force travaille entre un point A, le long d'un trajet AB, donc entre un point A et un point B, donc effectivement, on constate que le travail de cette force va opérer un transfert d'énergie qui a déjà été étudié dans la précédente capsule vidéo. Alors nous verrons justement le signe de ce transfert d'énergie qui s'opère par le travail d'une force. Ce transfert d'énergie associé au travail d'une force est-il positif ou négatif? Nous verrons ça lorsque nous expliquerons qu'est-ce que c'est que la convention du Banquier. Donc, première possibilité pour faire varier l'énergie interne U d'un système, donc opérer un transfert d'énergie en faisant travailler une force. Deuxième possibilité, pour faire varier l'énergie interne U d'un système, eh bien, modifier la température de ce système en effectuant un transfert d'énergie thermique. Donc transfert d'énergie thermique qui est notée avec la lettre Q. Alors nous verrons justement avec la convention du Banquier si ce transfert d'énergie est compté positivement ou négativement. Donc là on va supposer que dans notre système on fait arriver de l'énergie thermique Q. Donc voici donc la deuxième possibilité pour faire varier l'énergie interne U d'un système entre un état initial et un état final. Donc en plus de la possibilité de faire travailler une force extérieure, il est possible aussi d'opérer un transfert d'énergie thermique Q sur le système. Voici donc écrit l'intégralité du contenu du premier principe de la thermodynamique. Donc le premier principe de la thermodynamique dit que pour faire varier l'énergie interne U d'un système entre un état initial et un état final, il y a deux possibilités. Donc, soit opérer un transfert d'énergie en faisant travailler une force extérieure sur le système, soit opérer donc un transfert d'énergie thermique sur le système. Alors justement, depuis tout à l'heure, je vous parle de la convention du Banquier. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'une image relative à l'univers de la banque. Effectivement, lorsque un banquier reçoit de l'argent à l'intérieur de ses coffres, eh bien, le banquier effectivement est satisfait, donc il va considérer que les rentrées d'argent sont des éléments positifs. A contrario, par rapport à la banque, lorsqu'il y a donc une masse monétaire qui sort de la banque, c'est plutôt considéré comme négatif par le banquier, c'est un départ d'argent. Eh bien, au niveau des transferts d'énergie, en thermodynamique, on va appliquer le même type de convention. Donc, par exemple, par rapport au transfert d'énergie thermique qui a eu lieu tout à l'heure, que j'ai illustré, donc si on considère un système à l'état initial et qu'on lui apporte de l'énergie thermique, eh bien, cette énergie thermique Q sera comptée positivement parce que ça va être de l'énergie qui va être reçue par le système, donc, comme le banquier qui reçoit de l'argent au niveau de sa banque. Alors, deuxième illustration, là par contre c'est des notions un petit peu mécaniques. La force extérieure, dans cet exemple-là, on voit qu'elle est orientée de haut vers le bas.
Et le trajet, donc cette force extérieure, on l'a fait travailler entre un point A et un point B, donc représenté ici par le vecteur AB. Et on a vu dans le cours de mécanique que lorsque donc, le sens d'une force est dans le même sens que le vecteur déplacement, eh bien, il s'agit d'un travail moteur compté positivement. Donc ici, on a un travail qui est moteur qui est compté positivement. Et du coup, que nous dit la convention du banquier? Ben, la convention du banquier nous permet de dire que dans l'exemple de la compression qui figure au tableau, hein, eh bien, le système va recevoir de l'énergie. Le système va recevoir de l'énergie donc, lors du travail de la force de compression entre A et B. Ce qui est cohérent avec la première capsule vidéo dans laquelle on avait vu que justement l'énergie interne U augmentait. Donc, alors, intéressons-nous finalement à un cas particulier, ce qui est très très souvent le cas lors des exercices en classe de terminale. Alors, il s'agit du cas particulier d'un système incompressible. Alors, je n'ai pas fait le rappel, hein, mais effectivement, tous les systèmes que nous étudions dans cette capsule vidéo sont des systèmes qui macroscopiquement sont au repos, et ce sont des systèmes fermés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de départ de matière ou d'arrivée de matière dans le système, pas d'échange de matière. Donc là, pareil, hein, je ne l'ai pas rappelé pour le cas particulier, hein, on s'intéresse bien évidemment donc à un cas particulier qui est le système incompressible. Donc on ne peut pas le compresser, ce système-là, on ne peut pas le dilater, toujours macroscopiquement au repos, et toujours un système qui n'échange pas de matière avec le milieu extérieur. Alors quels sont les exemples de systèmes qui sont incompressibles? Eh bien les solides, par exemple, sont incompressibles, hein. Il est très difficile de comprimer un solide, de même que les liquides. Donc ce seront les principales illustrations de systèmes incompressibles. Eh bien, on voit que si le système est incompressible, hein, on ne peut pas le comprimer, on ne peut pas le dilater, eh bien, il va être très difficile du coup d'opérer une compression ou une dilatation. Donc il va être très difficile de modifier l'énergie interne en rapprochant les particules entre elles ou en les éloignant. La seule possibilité qu'il existera dans ce cas-là, pour faire varier l'énergie interne U d'un système incompressible, ben, ça va être de modifier la température du système en question. Voir ce qui a été dit au niveau de la première capsule vidéo. Et il y a une formule très pratique justement qui permet de calculer exactement comment varie l'énergie interne U d'un système incompressible entre un état initial et un état final. Il s'agit de la formule qui est au tableau. Formule qui fait intervenir la masse du système, la capacité thermique massique du système, qui est une grandeur qui caractérise le système en question. Hein. La capacité thermique massique de l'eau, par exemple, possède une certaine valeur, hein, de l'eau à l'état liquide. Hein. Par exemple, 4,18 fois 10 puissance 3 joules par Kelvin par degré Celsius. Et bien évidemment, dans cette formule, hein, relative à la variation de l'énergie interne U d'un système entre un état initial et un état final, bien évidemment, il y a la différence de température entre l'état final et l'état initial. Hein. Donc, bien évidemment, une variation de température, même si le système est incompressible, on l'a dit, hein, il va être possible de modifier la température du système, et bien cette variation de température du système va s'accompagner d'une variation de l'énergie interne U du système. Pour terminer, il a été pris un exemple, l'exemple du refroidissement de 33 grammes d'eau à l'état liquide. Refroidissement, température initiale 30 degrés Celsius, température finale 10 degrés Celsius. Eh bien, on nous demande de calculer la variation de l'énergie interne U du système. Eh bien, on applique cette formule qui est au tableau. Donc, voici l'application numérique. Et on trouve une valeur négative, hein. Effectivement, la température finale est plus faible que la température initiale. Donc on retrouve une variation d'énergie interne U négative, donc moins 2800 joules. Alors, est-ce cohérent de trouver une valeur négative pour la variation de l'énergie interne U du système? La réponse est oui. Donc le système à l'état final possède une température plus basse, donc va posséder une énergie interne plus faible. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi durant cette capsule vidéo. J'espère vous retrouver pour la suivante. Merci bien, au revoir.